J'éteins Ok. mon micro. Bon live à tous. Merci beaucoup. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. C'est évidemment un grand plaisir de vous retrouver ce soir pour un nouveau plateau de la Fondation Corian pour le bien vieillir. Évidemment, c'est un plateau 100% digital. On s'adapte à la situation sanitaire. Et, mais je dirais, la distanciation physique n'est pas une distanciation totale. Et donc, on gardera le lien. Et à ce moment-là, et dans les autres moments, à la fois les conseils de qui nous suivent en direct, certains poseront des questions, on interagira, on échangera. Alors, cette fois-ci, nous avons voulu vraiment centrer cette soirée, cette thématique autour d'un éclairage très très particulier sur les problématiques de santé mentale. Je dirais que dans une société de la performance, dans une société où l'autonomie, la responsabilisation est érigée en valeur cardinale, la santé mentale est souvent ignorée, voire mise de côté, voire invisibilisée. On n'a pas tellement envie d'en parler. Dans une société de l'image en plus, finalement, ça fait pas beaucoup de belles images. Ça ne se voit pas. Il faut dire aussi que la santé mentale, c'est évidemment des problématiques extrêmement diverses. On va parler, c'est omniprésent dans la vie de millions de personnes. Parce que c'est aussi bien la charge mentale parfois trop lourde, c'est le burn-out, c'est des déprimes extrêmement diverses, mais c'est aussi la dépression, mais c'est aussi des maladies psychiques, mais c'est aussi des détresses psychiques. C'est voilà, c'est un ensemble de choses extrêmement importantes. L'OMS estime qu'en 2020, il y aura à peu près 450 millions de personnes dans le monde qui seront touchées d'une manière ou d'une autre. Une personne sur 5 sera touchée par un trouble mental ou neurologique extrêmement important. En France, hein, je ne vais pas aller très très longtemps sur les chiffres, mais il y a 12,8% de la population qui a souffert à un moment ou à un autre de troubles anxieux généralisés. C'est quand même pas rien. Les troubles bipolaires, qui sont souvent des expressions les plus fortes, c'est 3,7% de la population qui est concernée aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans des petits chiffres, on est dans quelque chose qui touche l'ensemble, énormément de personnes. Et puis si je rajoute les familles, si je rajoute les proches, si je rajoute les métiers autour, on voit que ça concerne des millions et des millions de personnes. Je voudrais dire aussi que là aussi, sur la santé mentale, ça bouge, ça évolue. Il y a des recherches, il y a des actions, il y a des innovations, des nouvelles manières de soigner, il y a de nouvelles manières d'accompagner, il y a de nouvelles manières de prendre en soin. Et que le prendre en soin est sans doute de plus en plus efficace. Il cherche à être de plus en plus adapté et aussi de plus en plus personnalisé à la réalité des personnes. Et puis, je veux dire que vraiment, il est urgent de changer notre regard sur la santé mentale. C'est un problème de santé mentale collective d'avoir un autre regard sur la santé mentale et sur les personnes qui sont concernées, mais aussi sur les établissements, sur les professionnels du soin, autour de tout cela. Il y a une attention à porter à ces questions parce que finalement, en portant une attention aux problématiques de santé mentale, on se porte une attention à nous tous. Et dans ce cadre-là, d'ailleurs, je voudrais rappeler quand même qu'on est dans une période de confinement, vous le savez, et que dans cette période-là, la préservation de la santé mentale est une donnée partagée par tous. De ce point de vue, la question de la prévention, la question de l'attention à soi, de la prise en compte de la bonne forme mentale, je dirais qu'elle est au même titre que la bonne forme physique, de la santé physique, elle doit devenir une priorité de santé publique et de vie commune. Là, de ce point de vue-là, la catastrophe de la Covid, les confinements que nous sommes en train de vivre, nous poussent aussi peut-être à mieux réfléchir à titre individuel et à titre collectif à ces problématiques de santé mentale. Pour finir, je remercie donc tous les intervenants, mais je voudrais d'abord remercier, vous les écouterez tout à l'heure, les deux personnes, les deux patients qui ont accepté de témoigner. Je voudrais vraiment les remercier chaleureusement d'avoir fait un point, d'avoir explicité leur problématique. Alors, j'ai demandé à Aude, hein, on est donc chacun dans un endroit, mais évidemment on est en connexion. J'ai demandé à Aude tout simplement de lancer le déroulé. Merci.
Merci beaucoup, merci Serge. Bonsoir à tous. On est effectivement ravis de vous retrouver pour ce plateau 100% digital de la Fondation. Alors effectivement, je remercie également les patients qui ont accepté de témoigner, comme le disait Serge à l'instant, et les professionnels que vous allez entendre ce soir d'avoir préparé ce plateau avec nous. Et 3 thématiques ont émergé pour préparer cette table ronde. Une première autour des idées reçues et de la stigmatisation. L'ambition, c'est d'essayer de mieux comprendre une maladie qui est assez mal connue, qui est la schizophrénie. Une deuxième thématique extrêmement importante autour du patient, acteur de son parcours de réhabilitation. Le patient est vraiment au centre de sa prise en charge. Et une troisième thématique autour de la place des interventions psychosociales, où nous aurons le plaisir d'entendre notamment Kevin Charras sur ce sujet. Ensuite, après cette table ronde, donc le docteur Fariba Kabirian, qui est directrice médicale de Corian France, viendra présenter la politique de santé mentale qui est mise en œuvre dans les cliniques psychiatriques du groupe Corian. Et enfin, nous aurons le plaisir d'entendre Damien Loguet, qui est philosophe, membre du conseil scientifique de la Fondation et qui sera notre grand témoin de ce soir. Alors, on souhaite que ces plateaux, même à distance, restent le plus interactifs possible. Aussi, n'hésitez pas à poser vos questions via le système de chat, de façon à ce que nos invités puissent y répondre tout au long de la soirée. Merci à tous et bon plateau. Merci beaucoup, Aude. Alors, on va justement peut-être démarrer simplement pour un peu voir les représentations qu'on peut avoir de ces problématiques. Et on est allé voir le grand public. On leur a demandé un petit peu de réagir sur ces questions autour des troubles de santé mentale. Donc, d'abord, ce micro-trottoir. En fin de compte, qu'est-ce qu'on sait des troubles mentaux? Comment les gens réagissent? Donc, je vous propose simplement d'écouter. Finalement, ce que disent les gens, c'est aussi parfois ce que l'on pense ou ce que l'on croit penser. Donc, à vous les studios. Je dirais 40%. Ouais, 30%. Je sais pas, 5%. 7-8%. 4 millions. 500 000, 100 000. À mon avis, il y a une dizaine de millions. La schizophrénie, c'est un trouble de l'identité. On peut ne pas ressentir d'empathie et avoir plusieurs personnalités. Je connais pas les détails, mais je dirais qu'il s'agit des personnes qui ont des troubles un peu de personnalité. Ça évoque les troubles bipolaires, à savoir des phases d'excitation et des phases de déprime. Un dédoublement de personnalité pour moi. Non, c'est quand on entend des voix souvent. Il y a peut-être des gens qui en souffrent et dont on n'en est pas conscient, quoi. C'est une difficulté d'être vraiment dans la vie réelle. C'est un sujet que je ne maîtrise pas, c'est pas forcément médiatisé. Je suppose qu'il faut aller voir des médecins. C'est certainement à base de calmants. J'aurais tendance à dire que c'est peut-être aussi par psychothérapie. Il me semble que c'est par traitement médicamenteux, mais j'en sais pas beaucoup plus. Je pense que c'est incurable. Non Ouais, ça se soigne pas. Je crois qu'il y a quelques traitements outre-Atlantique qui devraient être un petit peu plus efficaces que ce qui se fait en France actuellement. Autrefois, on soignait, on savait pas soigner, on enfermait les gens. Alors que maintenant, quand même, je pense qu'on essaie de les soigner aussi bien par le plan des médicaments que sur le plan psychologique, quoi. Vous voyez, tout le monde a un avis, c'est pas pour ça qu'il est bon. Alors, on va démarrer cette table ronde donc avec nos 3 invités. Alors, la docteure Isabelle Amado, vous êtes psychiatre à l'hôpital Sainte-Anne. Vous êtes responsable du Centre ressources nationales en remédiation cognitive et réhabilitation psychosociale en Île-de-France. Et on reviendra sur tous ces mots aussi, sur tous ces termes, parce qu'ils disent aussi beaucoup de choses de la manière dont justement aujourd'hui on accompagne ces problématiques. Il y aura avec nous aussi le docteur Emmanuel Mulin. Vous êtes psychiatre à la clinique Val-de-Fenouillet dans le Var. Et puis Kevin Charras, qui est directeur du Living Lab vieillissement et vulnérabilité au CHU de Rennes. Vous voyez aussi qu'on profite évidemment de ces systèmes de Zoom pour être le plus général possible et ne pas être seulement centré sur la région parisienne. Alors, docteur Emmanuel Mulin, on vient là de visionner ensemble ce micro-trottoir, un peu sur la perception par le grand public de ces problématiques de santé mentale. Elles sont assez méconnues. C'est marrant parce que d'un côté, tout le monde a un petit peu en tête et en même temps, elles sont extrêmement méconnues.
on a des représentations très très fortes. On se traite tous à un moment ou à un autre dans la cour d'école ou ailleurs de fous, de dingues, pour pas utiliser d'autres termes. Voilà. Et en même temps, finalement, on a des visions plutôt fausses. Donc, est-ce que c'est un constat que vous pratiquez, vous partagez et rencontrez dans votre pratique quotidienne? Alors, le micro. Je ne sais pas si vous m'entendez mieux. Ça y est, c'est Voilà. ouvert. Vous m'entendez Oui. mieux? Oui. Bonsoir tout le monde. Donc je disais, oui, effectivement, on a pu assister à ce micro-trottoir et on a pu voir finalement des réponses assez disparates sur les questions de chiffres, sur les représentations qui existent autour notamment de la schizophrénie et de sa prise en charge. C'est assez concordant avec une étude qui avait été menée en 2017 qui retrouvait finalement que 60% de la population générale disait avoir déjà entendu parler de la schizophrénie mais ne pas savoir exactement ce que c'était, et 80% pensaient que le dédoublement de personnalité était un des symptômes de la schizophrénie, ce qui est évidemment faux. Et en fait, là encore, on retrouve quelque chose qui est concordant avec la littérature antérieure, ou qui décrit vraiment que les représentations sociales autour de la schizophrénie retiennent finalement deux grands types de préjugés, d'idées de reçus, qui sont la notion de dédoublement de personnalité et la notion de dangerosité. C'est-à-dire finalement des représentations assez négatives. L'important, c'est pas les chiffres à proprement parler. Et bien sûr, il faut savoir que ça peut toucher un grand nombre de personnes, mais finalement, est-ce que si c'était un micro-trottoir sur les pathologies cardiovasculaires, on aurait des chiffres beaucoup plus justes? J'en suis pas certain. En tout cas, moi, je pense que je serais pas forcément capable d'y répondre parfaitement. Par contre, ce qui est important, c'est effectivement ce message que ça peut toucher un grand nombre de personnes, personnellement ou au sein des familles. Et que les préjugés qui y sont associés sont souvent des préjugés avec une connotation négative. C'est-à-dire que ne pas savoir, c'est une chose, mais finalement, avoir une image négative de la situation véhiculée par la littérature, le cinéma, les médias, c'est quelque chose qui est beaucoup plus problématique et qui va avoir un impact majeur, et ça va concerner finalement non seulement la population générale, mais on retrouve ça aussi parmi les soignants, on retrouve ça également au sein des familles de patients et chez les patients eux-mêmes. Et ça va altérer le pronostic. Ça va altérer le pronostic parce que les patients internalisent en fait ces représentations sociales, et que on va avoir un impact négatif, que ce soit sur la conscience du trouble, que ce soit sur le risque suicidaire, que ce soit sur le pronostic fonctionnel également en corollaire. Donc c'est fondamental en fait d'avoir des campagnes d'information, de faire évoluer le rôle des médias, ou en tout cas d'amener les médias à avoir un discours différent. Et puis c'est indispensable également de faire ce travail de psychoéducation qu'on peut être amené à faire auprès des patients, auprès de leur famille, et même un travail peut-être de formation auprès des professionnels de santé. Merci beaucoup. Comme très souvent, c'est aussi la question des entourages, la question là encore des représentations, et comment aussi on sensibilise des personnes qui peuvent se retrouver en lien avec ces personnes touchées. Je pense d'ailleurs, ne serait-ce que dans les écoles, ne serait-ce que les enseignants et autres, quoi. On voit bien que tout ça est extrêmement global. Alors, je vais demander à la docteure Isabelle Amado, donc vous êtes une spécialiste de la prise j'aime pas tellement le terme prise en charge, la prise en soin, de l'accompagnement des patients qui souffrent de schizophrénie. Souvent d'ailleurs, on dit, vous utilisez d'autres termes d'ailleurs, personnes touchées par la schizophrénie, ainsi de suite, personnes ou patients en situation de schizophrénie. Là aussi, les mots ont toujours du sens. J'aime bien rappeler la formule de Camus, mal nommer les choses, c'est ajouter de la misère au monde. Donc, ces mots-là sont aussi extrêmement sensibles. Mais je voudrais vous demander aussi, quelle est la réalité très, très concrète de cette maladie aujourd'hui en France? Qui est touché? Y a-t-il des parce qu'on l'a entendu, hein, les personnes qui arrivent dans le micro-trottoir, on ne peut pas en guérir. Y a-t-il des processus de guérison? Il faudrait peut-être mettre guérison entre guillemets, j'en sais rien, mais vous allez me le dire. Oui, alors, déjà, plaçons le contexte. La schizophrénie est une pathologie mentale qui touche 1% des adultes jeunes. C'est une pathologie qui reste invalidante et qui, à la clé, va mener vers un handicap. Et vous avez raison, Serge, c'est souvent un handicap invisible. Sont touchés en majorité des garçons en pleine adolescence, et le pic de fréquence se situe plutôt autour de 16 à 25 ans.
alors que chez les filles, ça se situe plutôt autour de 25-35 ans, avec souvent des formes moins invalidantes. Il faut savoir que c'est une pathologie du neurodéveloppement, avec finalement un reflet de troubles de la maturation qui débute à la phase embryologique et qui peut se poursuivre finalement jusqu'à la puberté. Actuellement, la schizophrénie est en train de changer de visage. Nous savons maintenant que, une personne dans votre micro-trottoir l'a bien dit, nous savons maintenant qu'à côté du traitement pharmacologique, il existe des thérapies qui sont nommées thérapies psychosociales, qui peuvent conduire à ce qu'on appelle le rétablissement. Il faut savoir donc que oui, on peut se rétablir lorsqu'on a une schizophrénie. Qu'est-ce que c'est que le rétablissement? C'est un état d'équilibre psychologique que peut atteindre une personne qui va considérer que sa vie psychique, son insertion, son statut dans la communauté ou dans la société lui procure finalement une satisfaction et répond globalement à ses souhaits. C'est un concept qui nous vient des pays anglo-saxons et en particulier d'une personne qui s'appelle Patricia Digan, qui elle-même a souffert de troubles psychiques invalidants. Qu'est-ce qu'elle dit, Patricia Digan? Elle considère d'abord toutes les dimensions auxquelles elle peut accéder dans la vie. Et elle décide de regarder toutes les compétences qu'elle a et tout ce qu'elle peut faire finalement dans sa vie de tous les jours. Et elle sait qu'il y a des dimensions et des choses qu'elle ne peut pas faire. Eh bien, à partir de ce principe, nous œuvrons, nous essayons de travailler avec les patients, qui d'ailleurs ne sont plus des patients, mais qui deviennent des partenaires actifs de leur insertion, et on essaie de travailler sur leurs compétences en trouvant des stratégies pour minimiser leurs difficultés. Et lorsqu'on prend ce genre de principe et qu'on développe pour eux des thérapies psychosociales de manière personnalisée, eh bien, on va petit à petit guider ces personnes vers le rétablissement. Et le rétablissement est notre phare. En fait, on doit tendre vers le rétablissement et les accompagner avec un parcours qui va les mener au rétablissement grâce à la fois au traitement pharmacologique, et ça, c'est un levier majeur, mais également grâce à l'ensemble de ces thérapies psychosociales. Merci beaucoup, Dr Amado. En vous écoutant, je me disais que c'est une leçon de vie bien plus large, ce que nous dit Patricia Digan, parce qu'évidemment, cette notion d'acceptation, qu'est-ce qu'il me reste, qu'est-ce que j'ai comme capacité? C'est quelque chose, d'ailleurs, en économie, en sociologie, à Amartya Sen, par exemple, on a parlé, les capacités, les habilités. Donc, finalement, chacun se dit, avec ce que j'ai, donc toujours regarder ce que je n'ai pas, regardons aussi ce que l'on a et comment on peut construire. Peut-être que ça nous ferait du bien collectivement aux 67 millions d'habitants de la France, d'écouter un peu mieux ce type de choses. Donc, vraiment, merci pour cet élément. On va justement aller se confronter, écouter la parole de ces personnes. Et je vous propose d'avoir un premier témoignage de patient qui a été tourné au Val du Fenouillet, hein, donc où exerce le docteur Mulin. Et on va parler d'abord de la maladie. Deux patients vont nous expliquer, Rachid et Mathieu, ils ont eu la gentillesse de partager avec nous leur ressenti sur la maladie. C'est pas évident de parler devant une caméra pour personne. C'est sans doute pas évident pour ces deux personnes-là, mais c'était évidemment intéressant de les écouter, intéressant de les entendre, mais aussi sans doute intéressant pour eux aussi de pouvoir
parler de leurs problématiques. À vous, Rachid et Mathieu. Quand est-ce que vous avez compris que vous souffriez de schizophrénie et comment vous l'avez compris? Je l'ai compris quand j'avais des idées noires. En fait, on me disait que c'était pas normal et j'ai tenté de me faire aider en fait, parce que je voyais que j'allais pas bien. Voilà. Et vous saviez que c'était ça? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, je savais pas. C'est quoi d'ailleurs la schizophrénie? La schizophrénie, on peut entendre des voix, on a tendance à s'isoler, on a tendance à déprimer aussi. Je me suis beaucoup isolé suite à mon addiction au jeu. Beaucoup de rechutes, beaucoup de mal-être. Je voyais beaucoup les gens hostiles, en fait, alors que j'avais aussi j'étais parano, ouais. Et ouais, je sentais qu'ils me voulaient du mal, ou quand par exemple quelqu'un rigolait, je pensais qu'il rigolait sur moi. Et du coup, ça m'a beaucoup desservi au point de faire un épisode psychotique avec des envies de suicide, des idées noires. Comment est-ce qu'on vous a pris en charge? On m'a pris en charge quand j'étais dans la marine. J'étais en soins intensifs au début. J'étais sous contrainte, en fait. Voilà. C'est quoi sous contrainte? Sous contrainte, c'est... J'avais pas le droit de sortir de l'hôpital, voilà, pendant un petit moment. On m'a donné un traitement assez lourd pour me calmer, quoi. Parce que j'avais des idées délirantes, un peu. On avait peur que vous attentiez à votre vie, en fait? Voilà, c'est ça. Exactement. Ils avaient un peu peur pour moi. Et ça a fonctionné assez vite? Ça a pris du temps? Vous vous souvenez de cette... Ça a pris du temps, oui. Parce Ouais. qu'au début, je faisais pas confiance. C'est ainsi un symptôme, la confiance. J'avais l'impression qu'on me droguait pour rien, en fait. Le cerveau, il est très rusé. Toujours, il va trouver des issues pour essayer de nous faire, voilà, de nous faire tomber dedans. Et faut vraiment... Et en fait, ce que j'ai appris aussi, il faut toujours être vigilant. Limite, être sur le qui-vive. Mais bon, je reste toujours fragile. Mais voilà, je ne perds pas en vue que j'ai fait de gros progrès. Je reste toujours fragile, mais je ne perds pas en vue que j'ai fait de gros progrès. Est-ce que c'est pas aussi un peu le lot de tous? Nous sommes fragiles et ne perdons pas de vue notre capacité aussi à progresser. Je trouve ça quand même très très fort ces deux témoignages. Emmanuel Moulin, en préparant le plateau, nous aviez indiqué que pour initier avec le patient sa réhabilitation, vous avez utilisé un terme, il faut qu'il soit stabilisé. Donc, il faut qu'il soit prêt, si j'ai bien compris. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu mieux ce que ça veut dire être stabilisé et comment vous déterminez? Je présume que vous déterminez avec la personne, mais comment vous déterminez que la personne est prête? Ah, le micro. C'est fait, merci. Oui, je disais, je me suis mal exprimé si je disais qu'il fallait que la personne soit stabilisée. Au contraire, les interventions, les actions qui vont être destinées finalement à limiter la survenue du handicap ou à en réduire l'aggravation, elles doivent être commencées le plus précocement possible et que ce soit par la mise en place d'un traitement, parfois d'une hospitalisation, comme c'est décrit là par Mathieu, mais également par la mise en place des interventions en réhabilitation psychosociale et l'accompagnement social, les accompagnants sociaux, les accompagnements médico-sociaux. D'ailleurs, finalement, les équipes mobiles, qui tendent vraiment à se développer, vont jouer un rôle fondamental dans cette dynamique-là. L'enjeu, c'est effectivement d'aller accompagner le patient dans son environnement. Il y a d'ailleurs des dispositifs. Il y en a un qui a fait ses preuves et qui marche très bien aux États-Unis, qui est en train de s'étendre en France, qui s'appelle Housing First, c'est-à-dire un logement d'abord. En fait, on va d'abord proposer un logement pour ensuite aller pouvoir accompagner progressivement, on l'espère, un patient en fonction de son projet vers le soin. Donc, la notion de stabilisation, c'est une notion très subjective, finalement. Il y a une étude canadienne qui est assez surprenante, qui est relativement récente. Quand on demande finalement à des
soignant d'évaluer quels patients, parmi des patients qui souffrent d'un premier épisode psychotique, quels patients vont mieux. Les psychiatres considèrent que les patients vont mieux quand les patients ont moins de symptômes productifs, donc d'idées délirantes, d'hallucinations. Quand on demande aux patients quand est-ce qu'ils considèrent aller mieux, en fait, ils rapportent que c'est quand ils retrouvent de la motivation, de l'intérêt, qu'ils sont moins émoussés effectivement, donc quand les symptômes plutôt négatifs s'amendent. Et ça, c'est assez fondamental de l'avoir en tête parce que les objectifs sont pas forcément initialement les mêmes et doivent tendre à s'accorder ensuite, puisqu'on doit être un partenaire du patient dans la prise en charge de la réhabilitation psychosociale. Une chose est sûre, c'est que les antipsychotiques, comme disait le docteur Amado, ont bouleversé complètement la prise en charge. C'est quelque chose qui a vraiment permis d'envisager la prise en charge de la schizophrénie de manière vraiment plus adapté, mais malheureusement, pour un certain nombre de patients et dans un certain nombre de cas non négligeables, il reste un certain nombre de symptômes et certaines difficultés, que ce soit sur le plan de l'autonomie, de la cognition sociale, de la conscience du trouble, l'insight. Et le but de la réhabilitation, des interventions de réhabilitation psychosociale, ça va être justement d'en réduire le retentissement, d'en réduire l'impact. Et en fait, comme décrivait le docteur Amado également un petit peu avant, c'est un processus qui est pas linéaire, mais qui va se décomposer en étapes, avec une première étape qui est décrite, qui va être une étape où on encaisse en fait le traumatisme de la maladie. C'est-à-dire que se voir diagnostiquer une schizophrénie, c'est un véritable traumatisme, c'est quelque chose d'extrêmement difficile à appréhender parce que c'est la perte d'un certain nombre de projets. Dans un second temps, il y a une étape de prise de conscience où on commence à envisager une vie satisfaisante possible, et puis ensuite un bilan des ressources va permettre de faire un point sur les forces et les faiblesses, ou plutôt les choses à améliorer chez les patients, pour élaborer ensuite des objectifs, définir des objectifs pour reprendre sa vie en main finalement, et ensuite pouvoir arriver à une vie autonome, en tout cas qui corresponde au projet de vie des patients. Merci. En vous écoutant, je me disais, souvent on parle d'être acteur, mais je me disais que l'enjeu premier, c'est déjà d'être auteur de sa vie, en partenariat avec les personnes qui accompagnent. Mais voilà, je trouve que de la manière dont vous parliez, ça me renvoyait à ça. Si déjà on arrive à être auteur de notre vie, c'est déjà pas mal. Et Isabelle Amado, les témoignages, le parcours de ces patients, on voit que tout ça n'est pas simple, tout ça est difficile. Mais là aussi, comment vous, dans votre démarche, comment vous accompagnez le patient pour qu'il soit dans les meilleures conditions de son rétablissement? Alors, je vais reprendre là aussi ce que ce que vient de dire Emmanuel. Après la phase aiguë, dès que la personne qui commence à réaliser son diagnostic et à même d'avoir des échanges construits, il faut, je pense, dès le départ et très tôt, pouvoir dire à ces personnes qu'il y a un horizon, qu'il y a des perspectives, qu'il y a la possibilité de construire et de co-construire avec eux un avenir, et qu'on va s'atteler à ça et les aider pour ça. Et dans notre unité, qui est basée donc à Paris au groupe hospitalo-universitaire Paris Psychiatrie Neurosciences, nous accueillons tous les jours des personnes avec schizophrénie pour construire avec elles, avec leur environnement, c'est-à-dire les familles, les équipes de soins, un parcours qui va mener vers l'insertion sociale ou l'insertion professionnelle, ou les deux. Et notre but, c'est de donner des clés à ces personnes pour qu'elles soient en position, alors là je vais employer un terme anglo-saxon, d'empowerment. Alors qu'est-ce que c'est que l'empowerment? Il n'y a pas d'équivalent en un mot en français,
mais globalement, ça renvoie au pouvoir d'agir, ça renvoie au contrôle, à la possibilité de contrôler et de déterminer ses propres actions. Et donc, c'est retrouver la capacité d'être en pouvoir d'agir. Donc, après avoir accueilli ces personnes, on va procéder à une évaluation qui va être multidisciplinaire. Pourquoi multidisciplinaire? Parce que finalement, les besoins d'une personne, quelle qu'elle soit, concernent de multiples dimensions. Elle va être donc médicale et le médecin va vérifier justement la stabilité ou pas des difficultés que la personne présente. Il va vérifier si le traitement est bien ajusté. Il est hors de question, par exemple, d'avoir quelqu'un qui est trop sédaté dans la journée parce que on peut pas imaginer qu'il puisse trouver un travail ensuite ou reprendre des études s'il a besoin de dormir trop longtemps dans la journée. Et donc, on va pas hésiter, dans ces cas-là, à questionner le médecin praticien qui le suit en disant peut-être y a-t-il un moyen de modifier le traitement pour que la personne soit plus à même de réaliser ses projets. Ensuite, on va avoir une évaluation neuropsychologique, justement pour mettre en exergue les compétences et pour regarder les faiblesses, mais aussi toutes les stratégies qu'on va pouvoir utiliser pour aider la personne. Et ensuite, on va faire une évaluation fonctionnelle qui va être faite par les infirmières ou l'ergothérapeute pour faire le lien entre les fonctions cognitives et la vie quotidienne. Et du coup, on va construire ensemble un parcours avec ce panel de thérapie psychosociale, à savoir la psychoéducation, les solutions pour le logement inclusif, l'aide aux aidants, donc l'aide aux familles, pour aider leurs proches souffrants, des thérapies cognitivo-comportementales, s'il y en a besoin, des entretiens motivationnels, un abord somatique éventuellement, relaxation, yoga, activité physique, et s'il y a des difficultés cognitives ou de cognition sociale, des programmes de remédiation cognitive. Tout cela doit être bien calculé pour qu'au bout, il puisse y avoir un projet qui soit co-construit avec le patient et vers lequel le patient va adhérer et pour lequel il va être motivé et engagé. L'aspect de personnalisation du parcours de chacun est fondamental car on va s'adapter au profil et à la personnalité de la personne qu'on a en face, à ses aspirations et à ses souhaits. Merci beaucoup, docteur Amado. On voit à la fois je retiendrai ces termes de sens, de perspective. Voilà. On voit aussi tout le boulot qu'il y a derrière. Et tout ça est un long cheminement, mais il a aussi tout son sens par rapport à cela. Aude, je crois que nous avons déjà beaucoup de questions. Je crois que ça bouge quand même beaucoup derrière les réseaux sociaux. Donc, je te propose de nous les présenter. Merci beaucoup, effectivement. Beaucoup de réactions, de messages. Alors, il y a une première question sur les réseaux sociaux autour de la stigmatisation qui a, on l'a vu, un fort impact sur le quotidien des personnes qui vivent avec des problèmes de santé mentale. Comment aider le malade à y faire face? Quel retentissement sur lui-même? Y a-t-il finalement une forme d'auto-stigmatisation? Je vous laisse peut-être répondre à cette première. Oui. Docteur Mulin, en remettant votre micro. Oui. C'est fait, cette fois-ci. Donc, du coup, oui, effectivement, le retentissement des idées, c'est ce que je disais tout à l'heure, des idées péjoratives, des préjugés négatifs qui peuvent exister autour de la schizophrénie, c'est quelque chose qui est vraisemblablement un frein à la conscience du trouble. On l'a vu, pour réussir à élaborer un projet et à avancer dans son projet, dans le processus de rétablissement, une des premières démarches, c'est
d'encaisser la maladie, ce traumatisme, encore une fois, qui est quelque chose d'extrêmement brutal. Et du coup, comme disait très bien Mathieu, finalement, se savoir malade, ne pas se savoir malade au départ, c'est une des difficultés, un des symptômes qu'on peut retrouver dans la schizophrénie. Les éléments de stigmatisation, c'est-à-dire finalement ce qui va entraîner une forme de discrimination, de mise à l'écart, c'est quelque chose de terrible, qui entraîne pour les patients ensuite une internalisation de cette stigmatisation, ce qu'on appelle l'autostigmatisation, qui vont eux-mêmes s'effondrer sur le plan de l'estime de soi, en fait, et c'est difficile pour eux de faire la différence à un moment donné entre la personne que je suis et la maladie que j'ai. Et donc, une des grosses parts de notre travail, finalement, c'est de leur apporter de l'information, de l'éducation autour justement de la maladie pour juste bien insister sur cette différence. Les patients ne sont pas malades, ils ont une maladie, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, et c'est cette maladie qui est à l'origine du handicap. Et ce handicap, il existe, mais il ne doit pas faire oublier toutes les ressources qui sont présentes. On sait qu'un patient qui souffre de schizophrénie sur 2 fera une tentative de suicide dans sa vie. Je pense que les éléments de stigmatisation et en corollaire les éléments d'autostigmatisation en sont une des causes. D'accord, merci beaucoup. Aude, certainement une autre question. On est assez pris par le temps. Oui, une autre question effectivement de Monsieur Dupuis, conseiller municipal à la Faute-sur-Mer, qui nous demande quelle est l'espérance de vie pour les personnes ayant des problèmes de santé mentale. Est-ce qu'il y a une influence sur l'espérance de vie? Docteur Amado, vous connaissez bien les différentes parties. Est-ce que ça joue très longtemps? On disait avec les santé mentale, on a plutôt une espérance de vie plus courte. Absolument. L'espérance de vie, elle est en moyenne de 15 ans de moins que dans la population générale, ce qui est énorme. Et c'est lié essentiellement à un faisceau de causes qui vont tenir à des règles d'hygiène de vie qui sont pas forcément excellentes, à des problèmes de nutrition, et nous devons, nous, médecins, régulièrement vérifier les paramètres biologiques, cholestérol, glycémie, etc. Avec le fait, il est vrai que certains traitements peuvent entraîner un surpoids. Le dernier point, et non des moindres, est que beaucoup de nos patients sont des grands consommateurs de tabac, et nous devons aussi de travailler cela avec nos patients et de leur proposer toute une série d'aides pour diminuer, voire arrêter leur consommation de tabac. Merci beaucoup. Je conseille à tous les consommateurs de tabac d'écouter ce qui vient d'être dit. Alors, on va en rester là pour cette partie-là. Je vous propose de passer à une deuxième partie de ces témoignages de Rachid et Mathieu autour justement de cette notion de réhabilitation. Comment finalement ils aspirent à cela et comment ils se battent au quotidien, parce qu'on peut parler de lutte, de combat, enfin, on pourrait avoir des métaphores comme ça, un petit peu guerrières, mais en tout cas, il faut une sacrée volonté derrière. Donc, je vous propose d'écouter Rachid et Mathieu autour de cela. C'est quoi votre moteur? En fait, c'est de ne plus souffrir, de plus connaître toutes ces souffrances que j'ai connues. Et au début, j'ai eu beaucoup de mal en sachant qu'il n'y a pas de guérison. Mais voilà, avec les outils et tout, et on peut s'en sortir. Et toujours le maître mot, un jour à la fois. Dans les addictions, on dit toujours un jour à la fois. Aujourd'hui, je ne joue pas. Demain, je ne sais pas. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Je me sens bien. La clinique nous apporte beaucoup de choses. Il y a un cadre autour de moi.
Donc si j'ai besoin de me confier ou je peux en parler. Je peux en parler aux infirmiers, aux psychiatres. Il y a même une psychologue pour discuter. Donc votre objectif, c'est quoi? Vous dites dans 6 mois, dans 3 mois? Là, mon objectif, ça va être dans 6 mois, pouvoir faire la formation et me reprendre un appartement pour être de nouveau autonome. Et comme là, avec les traitements, ça marche bien, je sais que j'aurai peu de chances de rechuter, quoi. Ce que vous voulez dire, c'est que l'autonomie, c'est un premier pas finalement pour une nouvelle vie? Je pense, oui. C'est gratifiant d'être autonome. Dans 5 ans, j'espère avoir mon appartement, avoir des enfants. Et avoir un meilleur confort de vie. Voilà. C'est gratifiant d'être autonome. Là aussi, c'est gratifiant pour tous. Je me souviens, on avait fait une étude avec la Fondation Corian et on disait on se demandait aux plus âgés, qu'est-ce que vous voulez avoir quand vous vous déplacez, quand vous allez en maison de retraite et autres. Et les gens disaient, je veux avoir mes papiers. C'est-à-dire que je veux être autonome. Et ça, c'est le sens de la vie d'une certaine manière, quelles que soient nos situations, on a besoin de cela. Je trouve ça très fort que Mathieu nous dise cela. Alors, Emmanuel Mulin, comment ça se déroule, la construction du projet de la personne? Comment on prépare le retour à l'emploi pour la personne? Et puis, on l'a déjà entendu, je trouve, dans les témoignages, mais comment on implique? Vous l'avez dit tout à l'heure, on est partenaire. L'autre partenaire, c'est évidemment le patient, la personne. Comment ça se passe au quotidien? Comment on fait pour impliquer la personne, pour l'accompagner, pour cheminer avec elle? Oui, c'est ça. En fait, la place de la personne, elle est totale, hein. La personne qui souffre de schizophrénie élabore un projet individualisé. Et nous, en fait, on va être des facilitateurs, des catalyseurs de ce projet en mettant en place l'idée que toute personne peut évoluer vers un projet de vie choisi, dont le travail d'ailleurs est une dimension, mais n'est pas la seule. Et qui va concerner l'autogestion de sa santé, et notamment de la maladie, les capacités fonctionnelles, que ce soit sur le plan de l'autonomie, de la cognition ou sur le plan relationnel, et puis les capacités sociales, le logement, la gestion de son budget, le retour à l'emploi. Donc en pratique, en fait, une fois les premières phases du processus de rétablissement passées, la personne va faire un bilan de ses ressources, comme le décrivait tout à l'heure Isabelle, qui va permettre de définir ses objectifs primaires et secondaires. Et l'accompagnement, il va alors être suivant 3 axes, on peut dire, médical, avec encore une fois l'ajustement du traitement, tous les ateliers de psychoéducation, les thérapies cognitives et comportementales, la gestion des émotions, la remédiation cognitive, l'accompagnement auprès des familles, la prise en charge des addictions. Puis ensuite, il va être également social, avec une demande parfois d'orientation auprès de la MDPH vers des ESAT ou des entreprises adaptées, c'est-à-dire des lieux de travail en milieu adapté, ou une reconnaissance qualité de travailleur handicapé. Et l'enjeu, c'est de rétablir la dignité, l'estime de soi, l'intégration sociale, ce sentiment d'utilité, en fait, hein. C'est être autonome pour être utile, je pense, véritablement la demande des patients. Et d'ailleurs, les exigences, que ce soit en entreprise adaptée ou auprès des travailleurs handicapés, en milieu ordinaire, ils sont les mêmes, avec des exigences de rentabilité qui sont très élevées. Et l'ensemble de ces solutions vise à promouvoir l'emploi dans le cadre d'un principe de non-discrimination pour les personnes qui souffrent de handicap. Le dernier axe, il est médico-social, c'est-à-dire qu'il y a un vrai travail de maillage où il faut être capable d'accompagner dans le lien avec les médicales, les job coachs, le Cap emploi, le Pôle emploi, qui vont ensuite permettre, là encore, un accès plus facile au projet, quand on parle du projet professionnel. Concrètement, pour une personne, par exemple, qui veut être orientée, qui va être orientée, qui va bénéficier d'une orientation en ESAT, après avoir rempli le dossier, une fois l'orientation obtenue, on va essayer de mettre en place des stages et donc de préparer mieux la personne sur la base de ce
ce qu'elle souhaite faire exactement comme stage, dans quel milieu elle souhaite travailler, dans quel domaine, ses ressources. On va essayer de travailler aussi sur ces points à améliorer pour que le stage se passe bien. Puis il y aura un stage qui va se mettre en place, ou plusieurs, avec à chaque fois un bilan avec le patient pour évaluer sa satisfaction, son ressenti. Est-ce qu'il est bien dans une voie qui lui correspond, qui lui convient et dans laquelle il pense pouvoir s'investir durablement. Et puis auprès également des moniteurs d'atelier qui vont nous faire un retour sur ce point fort, est-ce qu'il s'est bien passé, et puis éventuellement les axes de travail complémentaires. Au terme de tout cela arrive le moment de l'embauche. Donc c'est un processus qui est souvent malheureusement un peu long, mais qui permet malgré tout de continuer à entretenir l'espoir, parce que c'est aussi ça notre travail. Et puis après, il y a un dernier point qui est fondamental, c'est qu'avoir un travail c'est bien, mais ensuite il faut être en mesure de le conserver. Et donc il y a tout le travail d'accompagnement au maintien de l'emploi. Nous, par exemple, sur la clinique où on travaille, le médecin qui s'occupe de l'hôpital de jour, là, actuellement, met en place une demi-journée qui est destinée à des interventions psychosociales, de la réhabilitation psychosociale pour les travailleurs des ZAD, pour essayer de renforcer, de consolider ce maintien. Et en fait, c'est cette interaction. Le travail est important pour la santé est indispensable pour le travail. Les deux s'auto-entretiennent. D'accord. On voit que tout ça est quand même un sacré boulot, quoi. Peut-être rapidement, Isabelle Amado, parce qu'on l'a pris énormément de retard. Est-ce que, justement, vous, de votre expérience, de votre point de vue, dites-nous quelques mots, justement, sur cette notion de suivi. Je vais juste apporter un message supplémentaire par rapport à ce que dit Emmanuel. Actuellement, avec toutes les ressources que nous pouvons avoir dans la schizophrénie, il faut en premier lieu proposer du travail en milieu ordinaire, avec des aménagements éventuels, avec l'aide de job coach qui vont faire ce qu'on appelle de l'emploi accompagné, qui vont, une fois que la personne a débuté tout ce parcours de thérapie psychosociale, qui vont les aider à actualiser leur CV, à se préparer à des entretiens d'embauche, quitte à avoir un emploi aménagé. Et l'emploi en milieu ordinaire, c'est d'abord la priorité. Et actuellement, la plupart des personnes avec schizophrénie peuvent prétendre à avoir un emploi en milieu ordinaire. Lorsque cet emploi en milieu ordinaire n'est pas possible, à ce moment-là, eh bien, on va se tourner vers d'autres types de parcours qui vont être des parcours dans ce qu'on appelle du milieu protégé, et les ESAT en font partie. Ce que je voudrais dire, c'est que il faut absolument que lorsqu'on est dans cette étape de réhabilitation, on se coordonne avec les autres équipes de soins qui entourent le patient, et avec les structures d'aval qui sont la plupart du temps des structures sociales ou médico-sociales, Pôle emploi ou des établissements médico-sociaux où il y a justement ces job coachs, ces chargés d'insertion, et également des case managers. En français, c'est des coordinateurs de parcours de soins, parcours de vie, qui vont accompagner la personne dans les différentes dimensions de sa vie. Et le dernier point, c'est que ces parcours d'insertion doivent être complètement imprégnés de ce que notre bassin d'emploi, d'activité offre. C'est-à-dire qu'on ne va pas du tout présenter les mêmes parcours dans le nord de la France et dans l'Île-de-France. On va complètement se coordonner avec toutes nos ressources existantes dans notre maillage social et médico-social. Du coup, cela donne à la psychiatrie un aspect non seulement de modèle de soins en réhabilitation et vers le rétablissement, mais aussi un modèle sociologique du handicap pour réfléchir sur cette réhabilitation. À savoir que on va avoir, par exemple, dans le nord de la France, eh bien, les personnes vont être beaucoup plus
prises dans des milieux associatifs, des milieux de bénévolat, par exemple, où elles vont exercer des activités qui vont être des activités très importantes, mais parce que le bassin d'emploi ne permet pas, par exemple, une ouverture si importante à l'emploi. En revanche, en Île-de-France, où on a beaucoup plus de possibilités, eh bien, on va se coordonner avec des structures qui vont directement proposer plus d'emplois ou des retours aux études, mais également proposer aussi un plus large accès à l'autonomie. Et à ce moment-là, on va s'appuyer sur des services d'assistance à la vie sociale qui vont nous aider à optimiser l'autonomie de la personne. Ok. Vaste programme, comme aurait dit le général. Merci beaucoup. On va clore la première partie de la table ronde. On va passer à la deuxième table ronde avec Kevin Charras qui va nous rejoindre. Alors, Kevin Charras, on fait lien avec ce qui a été fait juste avant, hein, mais pour faire justement un parallèle avec l'accompagnement des patients qui souffrent de schizophrénie, vous défendez vraiment un modèle d'accompagnement où finalement la personne qui est touchée ou la personne qui est malade, elle est actrice, justement, on disait tout à l'heure, auteur ou autrice de son parcours de soins. Et justement, on en a déjà parlé, mais comment ces interventions psychosociales peuvent l'y aider? Le micro. Alors, la première intervention psychosociale, c'est il faut que nos amis techniciens nous aident. Alors, juste avec les mains, les yeux, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Alors là, il n'y a personne. Peut-être l'enlever complètement et mettre juste le haut-parleur? Non. On n'entend toujours pas. Ça a été testé tout à l'heure. On me dit que le micro est ouvert. On n'entend toujours pas. Alors, là, j'avoue que malheureusement, il n'y a personne avec nous qui sait lire sur les lèvres. Alors, en attendant qu'on retrouve Kevin, je voudrais demander à Isabelle Amado, qui est toujours avec nous, justement, vous avez mis en place un centre de ressources de remédiation cognitive et de réhabilitation psychosociale. Justement, donc vous utilisez toutes ces techniques, je dirais. Il permet, donc vous nous l'avez dit, d'améliorer l'insertion, la réhabilitation des patients. Et comment vous utilisez justement ces programmes de remédiation cognitive? Et peut-être, pour dire pour les béotiens, parce que beaucoup des gens qui sont avec nous connaissent pas très bien tous ces termes, qu'est-ce que ça veut dire que la remédiation cognitive? Ah, on vous entend pas non plus. Alors là, ça devient vraiment de plus en plus compliqué. Il faudrait que les équipes nous... Vous m'entendez là? Oui, c'est bon. Allez-y. Okay. Donc, les programmes de remédiation cognitive, ça va être un entraînement cognitif à partir des difficultés cognitives de la personne. Par exemple, vous avez des difficultés à vous concentrer, vous avez des difficultés à mémoriser ou à organiser vos journées, à planifier des problèmes complexes de la vie quotidienne. À ce moment-là, on va évaluer, on va regarder les stratégies que vous pouvez mettre en place, celles qu'il faudrait compléter, et on va vous donner beaucoup d'exercices à faire ensemble, soit informatisés, soit papier-crayon, soit en groupe, soit individuel, selon votre profil. Et ça va durer 4-5 mois, avec des séances d'1 heure à 1 heure et demie, 1 à 2 fois par semaine, et avec des tâches à domicile
qui vont reprendre ces exercices qui vont être de complexité graduelle et on va vous donner aussi des stratégies ou alors vous allez les trouver vous-même et on va ancrer tout cela à tout ce qui est tâches de la vie quotidienne ou tâches que vous faites au travail, etc., en fonction de votre projet et de vos souhaits. Pour avoir en plus un levier motivationnel très fort. Et cet entraînement, on va faire en sorte qu'il soit en fondu enchaîné avec votre projet d'insertion. C'est-à-dire que on sait que les bienfaits de cette thérapie durent 6 à 8 mois. Du coup, si au terme du programme d'entraînement de 4-5 mois, eh bien, on a le projet qui va prendre le pas, eh bien, les bienfaits et les améliorations que vous allez avoir au niveau cognitif vont s'enchaîner sur votre projet d'insertion. Et pareil pour la cognition sociale. On a aussi des programmes de cognition sociale qui vont être centrés, par exemple, sur la reconnaissance des émotions ou sur la capacité à mieux interagir avec l'autre. Et il faut savoir que pour s'insérer convenablement dans la société, eh bien, on a besoin du neurocognitif, donc attention, mémoire, planification, mais aussi et surtout de la cognition sociale pour pouvoir être à l'aise avec les personnes qui nous entourent. Ces parcours personnalisés, en fait, et ces unités de réhabilitation qu'on a créées, nous, sur notre site à Sainte-Anne et qui ensuite a été un modèle répliqué un peu partout en France, sur le territoire national, en Île-de-France, mais aussi au niveau international, puisqu'on a reçu un award pour ces parcours personnalisés dans le réseau international de remédiation cognitive. Merci beaucoup. Alors, on a pris avec les petites difficultés, tout ça, un peu de retard. Je vais demander à Kevin Charras, qui a finalement ouvert son micro, de bien vouloir, peut-être très rapidement, finalement, Kevin, nous dire comment les interventions psychosociales peuvent aider à tous ces patients, toutes ces personnes en difficulté, très très concrètement. Alors très concrètement, et je pense que là on a eu déjà un bon aperçu avec les interventions qu'il y a eu avant du docteur Amado et du docteur Mulin. Très clairement, on n'est pas dans une pathologie neurodéveloppementale, mais plutôt dans une pathologie neurodégénérative quand on parle des personnes qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer avec des plaintes qui sont plutôt mnésiques, des troubles cognitifs et qui vont engendrer du coup des troubles du comportement. Je pense que aujourd'hui, très concrètement, pour aider les personnes, il faut pouvoir aborder les interventions psychosociales et environnementales d'une autre manière. C'est-à-dire que le danger, ce serait de penser qu'on administre une intervention psychosociale comme on administre un médicament. Or, aujourd'hui, je pense qu'il faut pouvoir essayer de proposer des interventions psychosociales en fonction des besoins des différentes personnes. Et en fait, quand on analyse la littérature scientifique, quand on voit un peu la pratique clinique aussi par rapport à tout ça, on se rend compte qu'il y a vraiment une importance de mieux définir les indications de traitement pour pouvoir montrer une efficacité, pour pouvoir surtout faire en sorte qu'elle soit intéressante par rapport à chacune des personnes à qui l'on s'adresse. Car en fait, je pense que comme dans la schizophrénie, on n'a pas une maladie d'Alzheimer, on a des maladies d'Alzheimer, on a surtout des personnes malades qui vont exprimer une panoplie, un panel de symptômes qui vont être différents. Donc en tant que telle, la maladie d'Alzheimer n'est pas une indication qui est vraiment suffisante pour pouvoir proposer une intervention psychosociale ou une autre. Il faut aussi prendre en compte l'environnement, et ça je pense que le docteur Muller comme le docteur Amado l'ont aussi bien montré. Il faut prendre l'environnement tant d'un point de vue architectural, et là il y a quelque chose vraiment à prendre en compte avec les personnes qui sont atteintes de maladie d'Alzheimer, parce qu'on a affaire à des personnes qui sont dites désorientées, et que par conséquent l'environnement architectural, l'environnement physique va les aider à être actrices de leur accompagnement, à les soutenir dans leur quotidien. Il y a besoin aussi de prendre en compte l'environnement social, et là encore, on l'a déjà abordé jusqu'à présent, de telle manière à vraiment mettre en œuvre cette triangulation qu'on va avoir entre la personne malade,
son aidant, mais aussi le professionnel. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est très important. Et encore, je vais reprendre certains termes. L'empowerment, on est vraiment aussi dans cet objectif-là quand on traite des interventions psychosociales pour les personnes qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer. On est dans cet objectif d'empowerment qui va contribuer d'une certaine manière à faire changer le regard. En fait, elle va contribuer à faire changer le regard par tout simplement l'activité, les comportements de la personne en tant que telle, et en lui donnant reconfiance en elle, en tout cas. Et ça, on a pu le voir avec d'autres types de maladies, telles que la trisomie 21, par exemple, aujourd'hui, qui sont vraiment bien insérées dans la société, qui, de par leur propre volonté, finalement, arrivent à se réinsérer, arrivent à casser un certain nombre de stigmates que peuvent porter leur maladie. Et du coup, on arrive vraiment dans une perspective où on va effectivement essayer de faire changer le regard sur la maladie d'Alzheimer, changer le regard sur d'autres types de maladies aussi, telles qu'on les a abordées tout à l'heure, finalement en essayant de construire, de bâtir une société qui soit plus inclusive. Vaste programme là aussi, vaste difficulté. Peut-être pour finir, Kevin, comment on peut favoriser ces interventions psychosociales sur tout le territoire? Il y a des endroits où il n'y a pas partout des centres, il n'y a pas partout des compétences, il y a une question de formation des personnels. Comment on fait très concrètement? Alors, très concrètement, je pense qu'aujourd'hui, la réalité du terrain, elle est que on est dans les établissements sociaux et médico-sociaux, on est même plus particulièrement dans les EHPAD, hein, c'est ceux-là qui sont les plus dans la cible aujourd'hui quand on parle de tout ça. Ces EHPAD, ces établissements sont obligés de faire un choix d'une intervention psychosociale. Et donc, on n'est pas dans une notion de besoin des personnes, mais on est dans une notion de moyens que l'on a. Et ça, c'est quelque chose qui va complètement à l'inverse de ce que l'on souhaiterait pouvoir mettre en œuvre. Donc, c'est pas selon les besoins, mais selon les moyens. Ça se passe aujourd'hui, et c'est quelque chose qui peut être délétère par rapport à ça. On se rend compte aussi que les EHPAD font du bricolage un peu, puisqu'ils vont essayer de chercher des interventions, des moyens d'accompagner les personnes d'une manière générale pour justement faire face aux besoins qu'elles ont, sans forcément avoir toujours les compétences nécessaires pour le faire. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment une possibilité qui serait de pouvoir mutualiser les moyens de ces différents EHPAD en mettant à disposition des compétences de professionnels, que ce soit de la musicothérapie, que ce soit de la réminiscence, que ce soit de la stimulation cognitive, de la psychothérapie, des activités physiques, les activités de la vie quotidienne, enfin des gens qui puissent intervenir sur toutes ces dimensions-là et qu'on puisse les mettre à disposition sur un territoire de telle manière à ce qu'elles puissent répondre aux besoins des personnes. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est très important. Une autre manière aussi de diffuser ces compétences sur le territoire, c'est bien évidemment l'information. Et là, pour l'instant, on est en train de travailler, notamment avec Corian, d'ailleurs, avec lequel on est en train de faire un partenariat, avec l'Université de Caen et aussi avec la Fondation Médéric Alzheimer, dans le cadre de la mesure 38 du PMND, du plan maladie neurodégénérative. On est en train de travailler à mettre en place un diplôme d'université sur les interventions psychosociales pour les psychologues et pour les intervenants d'une manière générale qui interviennent auprès des personnes qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de maladies apparentées. Merci beaucoup. C'est vrai qu'il y a en ce moment beaucoup d'initiatives, je pense aussi autour des médecines complémentaires alternatives, et y compris sur ces questions de formation. C'est aussi une manière pour ces personnes de progresser sur tous ces éléments. On est extrêmement en retard. Je vais demander à Aude, est-ce qu'il y a, prenons au moins une question. Aude, est-ce que nous avons des questions dans le flow? Est-ce que tu en as trouvé une qui synthétise tout cela? Oui, j'en ai, c'est extrêmement frustrant parce que j'en ai beaucoup. J'ai beaucoup de réactions de professionnels, notamment Sylvie Van sur Facebook qui remercie parce que ça lui donne justement des cordes à son arc pour mieux accompagner ces personnes. Dans ce même esprit, on a Aurélie qui nous demande quels conseils pour inciter les personnes pour lesquelles nous suspectons une schizophrénie ou autre maladie psychique à se faire soigner. Et dans un premier temps, se faire diagnostiquer en lien évidemment avec les problématiques du déni et du refus. Alors, docteur Mulin, peut-être, ça serait intéressant de vous entendre sur cette question. Le micro. Et on n'est pas habitué à ce genre à ce modèle comme ça.
Donc, ce que je disais, c'est qu'effectivement, il faut savoir que la schizophrénie, c'est une maladie qui généralement se diagnostique entre 15 et 25 ans la plupart du temps, malgré l'apparition de prodromes, de symptômes évocateurs qui peuvent être beaucoup plus précoces, et puis certaines formes à début plus tardif. Généralement, en fait, plus la prise en charge va être précoce, meilleur sera le pronostic. Donc évidemment, l'enjeu, c'est d'accompagner vers le soin le plus rapidement possible. Pour ça, il y a pas de modèle idéal. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de la possibilité d'avoir des équipes mobiles, d'avoir des personnes qui se déplacent, qui viennent éventuellement au domicile. Le médecin traitant a un rôle tout à fait fondamental aussi. Généralement, c'est quelqu'un de confiance qui peut aussi intervenir dans ce sens-là. Et puis ensuite, encore une fois, tout le travail d'éducation. C'est-à-dire qu'on ne devrait pas avoir peur d'aller consulter un médecin, de peur de se voir diagnostiquer une schizophrénie pour d'autres raisons que les conséquences de la maladie, qui, si elle est là, malheureusement, voilà, comme on le fait pour une autre maladie grave. Bien sûr, c'est vrai qu'il y a toujours cette angoisse-là. Aude, est-ce que nous avons une dernière question? Oh ben, j'en ai plein si tu veux, oui. Oui, j'en ai une autre, Catherine Mifre qui nous demande est-ce qu'il y a des limites à la capacité d'agir de la personne ayant une maladie mentale et donc quelles sont les limites de la thérapie psychosociale? Docteur Mulin, peut-être aussi? Oui, donc c'est toi, mon micro est ouvert. Évidemment que c'est quelque chose de très variable et avec une variabilité interindividuelle. Enfin, effectivement, hein, on connaît tous John Nash qui a obtenu un prix Nobel et qui souffrait de schizophrénie. Donc les limites, en tout cas, elles ne sont pas intellectuelles. Les ressources, en fait, ce sont celles de l'individu et c'est pour ça qu'il y a un travail autour de ça. Après, dans l'élaboration du projet, il y a plusieurs façons d'aborder les choses. Certaines équipes préconisent de laisser le patient aller vers un projet quel qu'il soit, et que ce soit lui éventuellement qui s'aperçoive si le projet est trop difficile, qu'il faut réévaluer. Nous, on a plutôt tendance à quand même avoir un petit rôle de conseil quand on pense que le projet n'est pas en adéquation avec les ressources, proposer des étapes intermédiaires. D'accord. Merci beaucoup pour cette réponse. Je propose que maintenant on passe à la troisième partie de ce plateau sur la politique de santé mentale avec le docteur Fariba Karibian, qui est la directrice médicale France. Mais d'abord peut-être un petit jingle. Pas de jingle? Alors, j'espère que Fariba est avec nous, qu'elle peut venir à l'image. Fariba, est-ce que vous êtes là? Ah, voilà. Après, il n'y a plus qu'à mettre le micro, à brancher le micro. Vous m'entendez? Ça y est, c'est bon. Alors, peut-être, Fariba Karibian, vous êtes donc la nouvelle directrice médicale France. Bravo. Et peut-être d'abord, tout simplement, vous avez écouté tout ce qui s'est dit. Peut-être juste une petite réaction comme ça. Vous êtes à la fois médecin, vous êtes en responsabilité. Dites-nous un petit peu ce que ça a éveillé chez vous. Alors, ce qui était important, j'ai vu avec beaucoup d'intérêt, en fait, ce qui a été dit par l'ensemble des participants, que ce soit Emmanuel, que ce soit notre collègue Lynn, parce que c'était complémentaire, et Isabelle qui a abordé un certain nombre de sujets sur les thérapies psychosociales, sur la partie schizophrénie, le parcours. Et finalement, je me rends compte qu'avec l'ensemble de ces éléments, il faut essayer de donner en fait du sens à un projet médical. Et pour avoir justement un projet médical qui soit déployé avec une offre diversifiée, il faut qu'on soit capable ensemble de créer ce lien entre les patients, les soignants, mais aussi les aidants autour de ce parcours. Alors, il y a un écho, je ne sais pas si c'est normal. Continuez, Bon. oui. Les techniciens vont essayer de trouver la solution. Très bien. Alors, je continuerai quand même en disant que
pourquoi on met en place une stratégie. Cette stratégie, en tout cas de santé mentale, c'est important qu'on puisse parler de tout ce qui est prévenir et repérer. Quand j'ai entendu parler Emmanuel en disant que sur son secteur, il y avait ce travail en termes de prévention, repérage précoce des souffrances psychiques, c'est important. Schizophrénie, quand ça commence dans le jeune âge, il est important qu'on puisse intervenir efficacement sur ces thématiques. Et pourquoi ne pas utiliser des différentes possibilités que nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire le déploiement des thérapies aussi, pas uniquement médicamenteuses, mais aussi non médicamenteuses. Il y a aujourd'hui la partie art-thérapie, l'hypnose, la sophrologie. Alors, est-ce qu'on ne peut pas intégrer dans notre stratégie, en tout cas d'accompagnement de ces souffrances psychologiques, l'ensemble de ces actions qui peuvent aussi rentrer dans le cadre du développement des stimulations magnétiques, transcrâniennes, tout ce qui est le diagnostic, les traitements des affections psychiatriques et neurologiques. Et ma foi, quand on regarde le projet médical, on se dit, mais en réalité, la finalité, c'est quoi? C'est aussi la partie organisation de parcours de soins coordonnés. Et là-dessus, j'ai été vraiment ravie quand j'ai entendu nos collègues qui nous parlaient des professionnels du terrain qui doivent participer à ces actions de coordination. C'est le rôle aussi de la direction médicale d'accompagner, de renforcer donc cet lien qui doit exister entre les professionnels de ville, l'accompagnement aussi des nouvelles activités. Et là, en tout cas, je voulais partager avec vous cette démarche d'élaboration d'un parcours en psychiatrie et santé mentale qui a été proposé il y a peu de temps par ANAP, qui avait pour objectif cette amélioration des réponses aux besoins des personnes adultes ayant des troubles psychiatriques, mais surtout au sein des territoires. Et l'avenir, c'est ça, c'est de dire, OK, on a un projet médical de santé mentale qui doit être déployé au niveau national, mais le déploiement national doit se baser sur des offres qui sont au sein des territoires. Donc, cette méthode, en tout cas pour moi, c'est de donner aussi de cohérence sur tout ce qui est les champs ordinaires, donc de l'activité de médicale, qui est la partie sanitaire, médico-sociale, mais aussi sociale pure et dure. Alors pour ça, l'autre jour, j'ai assisté à des échanges donc, avec la communauté de psychiatres au sein de Corian et j'ai vraiment retenu l'innovation digitale qui doit être au service de parcours patient. Et cette innovation, ça passe par les thématiques qu'on appelle la télémédecine, IHDJ. Et aujourd'hui, Corian, en tout cas, se renforce son action par l'acquisition de l'INICEA, donc que tout le monde connaît, c'est quand même le 3e opérateur français du secteur, et qu'avec ce travail de collaboration, nous allons travailler sur la création d'une ligne d'activité santé mentale, avec les 11 établissements psychiatriques donc, de Corian et les 19 établissements de groupe INICEA, doit constituer donc un acteur donc important du secteur privé, donc le 3e acteur du secteur privé, pour répondre au mieux aux besoins de santé publique et surtout au niveau du territoire. Donc, si je dois résumer un petit peu donc ce qui a émané des discours donc, de nos collègues, certes, il y a la partie thérapeutique, il y a la partie accompagnement avec les thérapies psychosociales en ce qui concerne donc les pathologies diverses et variées. Il y a la partie ajustement thérapeutique, il y a l'évaluation donc de tout ce qu'on appelle les marges fonctionnelles ou de la vie quotidienne tout au long de parcours. Il ne faut jamais oublier, en tout cas, cette intégration de la famille dans ces parcours. Et bien évidemment, si je peux continuer encore plus loin, c'est de dire ces pathologies chroniques, ils vont devenir handicapantes et il faut absolument qu'on soit capable, avec un vrai projet médical, de répondre à ce besoin qui est de dire à un moment donné,
on doit agir sur l'ensemble des secteurs. Et là, ce n'est pas uniquement une question sanitaire, c'est aussi d'aller au-delà dans la partie dépendance, sur le partie médico-social et la réhabilitation qui passe aussi par des recommandations sur les modèles d'accompagnement qui existent déjà dans plusieurs pays. Et bien sûr, France fait partie aussi des pays qui ont été pionniers sur ces thématiques. Et j'ai bien écouté en fait le discours de Kevin, hein, que je trouve en termes de propositions, de besoins des personnes âgées, en termes de pathologie, donc une approche par pathologie, une approche par spécialisation. Et par rapport à ça, c'est important qu'on insiste sur les différentes modalités de prise en soins qui sont, par exemple, les hôpitaux de jour autonomes, qui sont des solutions de grande proximité pour les patients. Et aussi, il ne faut pas oublier ce qu'on appelle les aides et des expertises qu'on peut avoir par le biais de digital. Par exemple, pendant cette période Covid, les équipes de psychiatres, ils ont vraiment innové avec un accompagnement des patients, donc qui n'avaient plus d'accès en fait ils avaient moins d'accès, on ne peut pas dire qu'ils avaient plus d'accès, ils avaient moins d'accès facilité aux activités habituelles en psychiatrie. Et là, bien évidemment, ces consultations à distance qui étaient parfois de téléconsultation, parfois de téléexpertise, les a aidés à franchir en fait le pas, et aussi pour les familles en termes d'accompagnement qui se sentaient seules, qui ne savaient plus quoi faire, et faire de telle sorte que nos besoins grandissants dans ces prises en charge des maladies mentales puissent être notre force dans la partie projet médical. Merci beaucoup Fariba de cette vaste fresque. Et en effet, on voit bien aussi d'un côté des approches différentes. Vous avez évoqué les médecines complémentaires alternatives, de l'autre côté la mobilisation du digital. Et puis je retiendrai projet médical. On a parlé de projet de vie. Et je dirais qu'en accompagnement du projet de vie, il faut justement le projet médical, et c'est les deux qui font sens. C'est pas l'un sans l'autre, et c'était ça aussi, je trouve, qui était très très riche dans votre présentation. Alors, merci beaucoup encore. On est vraiment pris par le temps. Je vais demander à Damien Leguet, qui est à la fois qui est un philosophe, qui est membre du conseil scientifique de la Fondation Corian pour le bien vieillir, peut-être en quelques mots de réagir à ce qui a été dit. Je dirais même, Damien, qu'est-ce que tu as retenu ou quel est l'étonnement de tout ce qui a été dit par nos différents intervenants? Alors, allons-y. Ah, nous on entend. Alors on a encore une difficulté. Est-ce que Damien, je vais demander. Ah bon, vous m'entendez là? Voilà, c'est bon. On y va. Allez. D'accord. Et moi je vous entends pas, mais c'est pas grave. Donc, alors après, je pense que le son retour va bien, mais c'est pas grave. Donc, je voulais juste, dans les quelques minutes qu'on m'a données là pour essayer de reprendre en main cette question, faire 3 petites interventions. La première concerne ce que nous avons entendu, ce que nous avons enfin, ce à quoi nous avons eu accès. Et cette question de la schizophrénie m'a intéressé, considérant effectivement que le schizophrène, si j'ai bien compris, est celui qui, d'une certaine façon, n'habite plus chez lui. C'est-à-dire que c'est celui qui est un étranger, et qui est un étranger au sens où il est son propre ennemi. C'est comme si l'ennemi en lui avait pris le pouvoir en lui. Au point qu'effectivement, c'est ce qu'on a dit, un schizophrène sur 2 fait une tentative de suicide. Et donc, la question du logement, de l'habitation, de celui qui habite chez lui et qui n'habite pas chez lui, et l'ennemi qui habite en lui, suppose donc, pour se rétablir, pour reprendre possession de lui-même, suppose donc, comme on l'a vu, trois stratégies. La première, c'est effectivement, ça m'a beaucoup frappé dans l'intervention de Mathieu,
avoir conscience du trouble. C'est-à-dire le moment de bascule où le malade prend conscience qu'il est malade, alors même que préalablement, il ne croit pas l'être. Alors ce moment de bascule suppose effectivement que d'une certaine façon, la maladie, le cerveau, la conscience qui est habitée par quelqu'un d'autre que la personne, mais qui est lui, finit par, et c'est ce que disait Mathieu, par faire confiance, par rétablir une confiance. Et la confiance, c'est deux choses, ça a été dit par Mathieu, c'est d'une part établir donc un lien de confiance et considérer que la personne qui est en face n'est pas un ennemi, comme moi-même, je ne suis plus un ennemi. Et la deuxième chose de confier, c'est bien parler à quelqu'un. Réussir à établir une relation de confiance par la parole. Deuxième stratégie que j'ai particulièrement appréciée, c'est l'empowerment, c'est-à-dire cette stratégie développée par Isabelle Amado, qui est de se retrouver, c'est-à-dire de pouvoir contrôler et agir, et donc de redevenir en capacité d'agir. C'est-à-dire comme si effectivement, je vais le dire dans mes termes à moi, c'est comme si effectivement se retrouver, ça veut dire déloger de soi celui qui est en moi et qui lutte contre moi et qui est mon ennemi intérieur. Se retrouver, reprendre le contrôle de moi, c'est-à-dire remettre la main sur ce que je suis, ma conscience, etc., de manière effectivement à être en capacité d'agir. Voilà. Et ça, ce travail-là m'a tout à fait intéressé. Et troisième chose, qui est l'objectif à terme et qui a été développé par Mathieu, c'était la question de l'autonomie. Autonomie veut dire quoi? Veut dire se donner à soi-même sa propre loi. Considérant que les schizophrènes, si j'entends bien ce qui a été dit, que les schizophrènes sont ceux qui sont soumis à une loi qui n'est pas la leur, à une loi étrangère à eux, qui vient exercer une dictature souffrante, affreuse, abominable contre eux. Et l'autonomie, c'est bien la reprise en main de la loi qui me gouverne, du gouvernement de moi-même, de mon propre gouvernement. Alors, si on essaye de faire rapidement une petite lecture, si vous voulez, philosophique, de en même temps que j'entendais ce qu'il disait, ce qui était dit, pardon, je me suis dit, quelle lecture philosophique peut-on faire de la schizophrénie? À mon avis, c'est l'exemple même de l'enfer. L'enfer, c'est-à-dire, comme le définit Kierkegaard, c'est l'esprit qui s'enferme en lui-même. C'est-à-dire, c'est l'esprit qui devient non pas une ouverture, mais une fermeture. Non pas une fenêtre, mais une prison. Et donc, cet enfer, cette expérience de l'enfer, écrase l'individu en lui-même. C'est-à-dire que le dialogue, le propre de la conscience, c'est le dialogue. Le dialogue, c'est le deux en un. Eh bien, cette expérience de l'enfer supprime le deux en un et réduit l'individu à être écrasé sur lui-même, enfermé sur lui-même, fermé sur lui-même. Et la deuxième modalité, c'est bien le côté trou noir, vous savez, comme dans les astres. Le côté trou noir, c'est-à-dire cet effet d'aspiration de la conscience, de la lumière, du lien. Vous voyez, tout cela ne peut plus exister et tout cela doit, quand on sort de l'enfer, évidemment, être rétabli. Et donc, le soin est là pour enfermer afin de mieux libérer. Alors, quand je dis enfermer, ça veut dire, c'est autrefois l'enfermement dans l'asile, enfin bon, mais maintenant, c'est l'enfermement, effectivement, quelque chose qui me protège de moi-même par un enfermement, c'est la camisole de force chimique, et deuxièmement, c'est la libération, effectivement, par la parole d'accompagnement. Je trouve que là, il y a quelque chose, effectivement, qui fait réfléchir sur ce qu'est ce moment particulier, symptomatique, d'une expérience abominable
d'être collé à soi-même, d'être écrasé en soi-même, avec cette capacité, j'ai entendu cette notion de capacité, de rétablissement, hein, une possibilité qui me semble tout à fait extraordinaire, de pouvoir en sortir, et donc en sortir de cet enfer pour retrouver ce que nous étions préalablement. Alors, deuxième jeu de considération plus large, parce qu'il y a ce que nous avons entendu, et puis de façon générale, il était question donc dans cette table ronde du nouveau regard sur la santé mentale de façon générale. Alors, quand on regarde la question de la santé mentale, il me semble qu'il y a 4, je fais vite, mais 4 points de vigilance de façon générale, hein, je ne parle pas que de la schizophrénie, mais de façon générale, la santé mentale, 4 points de vigilance qu'il importe, me semble-t-il, de mettre en avant. Le premier point de vigilance, c'est celle de la limite entre les émotions, tristes, dépressives, etc., et la pathologie psychique. Serge Guérin a au début dit qu'effectivement, le constat de l'OMS était un peu alarmant. Hein. Ceci dit, quand on met en perspective ce constat, on voit que l'OMS ou l'OCDE ou les organismes qui effectivement sont chargés d'évaluer cela considèrent qu'en 10 ans, dans les pays de l'OCDE, les troubles liés à la maladie psychique ou aux maladies psychiques ont doublé. Donc la question qui se pose, c'est est-ce que la population a doublé ou est-ce que la limite qu'il importe sans doute de rétablir me semble devoir être repensée pour peut-être revenir un tout petit peu en arrière sur cette question de la pathologie psychique. Deuxième point est lié au premier. Le deuxième point, c'est la question effectivement de la classification. C'est-à-dire que nous voyons bien que le grand mouvement de la psychiatrie mondiale en ce moment, c'est le développement du DSM 4-5, qui met en avant une forme d'inflation de la classification. Et donc la classification, elle a l'avantage de donner une aide, mais elle a l'inconvénient d'être assez extensive. Et donc, on peut dire que, et c'est ce que le professeur Zarifian, qui a mis en garde il y a déjà plus de 10 ans sur cette question-là, plus de 20 ans sur cette question-là, disait que la réalité, elle échappe toujours aux classifications. Et que les classifications, de toute façon, elles enferment. Et en même temps qu'elles enferment, on peut dire qu'elles augmentent les cas. Vous voyez, donc, ça, c'est le deuxième point, c'est la question des classifications à outrance, et peut-être de revenir un tout petit peu en arrière sur la question des classifications. Troisième point, c'est la question des psychotropes, enfin, de tous les psychotropes qui, d'une certaine façon, étouffent les émotions. Bon, je développe pas trop. Et le quatrième point, c'est effectivement la question et le professeur Zarifian nous mettait en garde, bon, je m'arrêterai là, mais nous mettait en garde sur l'équilibre à trouver entre la médication, la médicalisation, le soin par le médicament, et qui est de plus en plus important, et la question de la parole qui guérit, de l'attention, vous voyez. Il me semble que de façon générale, je ne parle pas de cas particulier, mais de façon générale, l'une des dérives constatées et dénoncées par le professeur Zarifian il y a déjà quelques années, avant sa mort, considérait qu'effectivement, une des dérives, c'était de mettre l'accent avant tout sur le médicament et peut-être moins, ou pas assez, sur la question de la parole et de la parole qui guérit. Alors comme j'arrive en fin de course, que le temps presse, donc je ne veux pas développer plus que cela et prendre plus de temps, mais si effectivement il y a quelque chose, je m'en remets à vous. Et si vous voulez me parler, faites-le par SMS ou par petit message, parce que je n'entends rien. Merci. D'accord.
Merci. Alors, on fait des signes du coup. Merci Damien. Je crois que c'était extrêmement riche. En écoutant, je pensais à cette formule de Canguilhem, hein, en disant entre la norme et l'environnement, il y a débat. Tout dépend donc ce qu'est la norme, ce qu'est l'environnement, comment ça évolue. Ivan Illich disait aussi que c'est la société aussi qui nous rend malades. C'était aussi intéressant de voir cette croissance du nombre de personnes qui peuvent être en situation de problématique de santé mentale. C'est aussi une question d'ailleurs de détecter. On détecte sans doute plus aujourd'hui qu'hier, on accompagne plus aujourd'hui qu'hier, et tout ça aussi fait évidemment sens. Et tout ce qui a été dit, je crois, depuis le début, c'était justement cette question de prise en compte de la parole, de prise en compte de la situation des personnes touchées par telle ou telle problématique de santé mentale. Ce que je propose, parce qu'on a un gros quart d'heure de retard, je vais demander à Aude peut-être de revenir pour présenter le prochains événements, et puis on demandera ensuite à Sophie Boissard de bien vouloir conclure ce plateau virtuel. Merci Serge, je ne te savais pas marseillais. Pour l'instant, nous n'avons que 5 minutes de retard, tout va bien. Alors, simplement, je vous donne rendez-vous effectivement le 17 décembre prochain, et nous vous donnons tous rendez-vous d'ailleurs le 17 décembre prochain pour le prochain plateau de la Fondation sur un nouveau thème qui sera celui du lien social et qui s'intitulera Faire société en maison de retraite. Je pense qu'on sera sur le même schéma qu'aujourd'hui, c'est-à-dire un plateau à distance. Vous pourrez donc nous suivre facilement depuis chez vous. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci Aude, et je vais demander donc à Sophie Boissard de bien vouloir nous donner le mot de la fin, un petit peu comme à l'accoutumée. Ça fait partie aussi des traditions que nous conservons de ce plateau. Il n'y aura pas la tradition du cocktail ensuite, mais il y aura la tradition d'entendre Sophie expliciter un petit peu son regard final. Merci à tous d'avoir participé à cet événement virtuel. Effectivement, on n'a pas la joie de pouvoir échanger en direct, mais on sait néanmoins qu'on est tous ensemble rassemblés autour de thématiques qui nous sont importantes. Peut-être quelques mots d'abord pour remercier les intervenants et de la qualité de leurs interventions, aussi de la sincérité de leurs témoignages. Remercier aussi Damien Leguet, notre nouveau membre du conseil scientifique, de nous avoir apporté un éclairage philosophique très riche et ambitieux sur finalement la perception du malade, de la société, sur ces enjeux d'autonomie et d'aliénation en santé mentale. Et peut-être revenir simplement sur l'ambition qui est la nôtre à travers la Fondation du Bien Vieillir. Vous la connaissez, je crois, maintenant, vous qui nous suivez depuis plusieurs années, et je la résumerai autour de 2 mots. Notre ambition, je crois, avec Serge Guérin, l'ensemble des membres du conseil scientifique et toute la communauté des soignants et des professionnels du grand âge et de la prise en charge des vulnérabilités qui participent aux travaux de la Fondation, c'est finalement, je la résumerai autour de 2 mots, nous voulons faire connaître la réalité, les enjeux du vieillissement, des fragilités, et nous voulons et nous partons du principe que les personnes concernées doivent pouvoir être actrices, dire ce qu'elles souhaitent, et qu'on doit pouvoir ensuite construire finalement des partenariats de bonne volonté pour les accompagner vers ce qu'elles souhaitent. C'est donc faire connaître et ensemble, avec toutes les parties prenantes, que nous pensons que l'on peut changer le regard sur le vieillissement, changer le regard sur les fragilités, sur les maladies chroniques, sur les situations de santé qui accompagnent finalement la longévité et le monde moderne dans lequel on vit aujourd'hui, c'est-à-dire de plus en plus longtemps, mais pas forcément toujours en bonne santé, et chacun avec ses fragilités divers ordres qui méritent d'être prises en compte et qui méritent d'être accompagnés respectueusement, avec humanité, avec chaleur. Et en tout cas, je crois que c'est ce que chacun souhaite pour lui et pour ses proches.
Et aujourd'hui, eh bien, nous avons fait une incursion dans une dimension qui est peut-être moins spontanément liée au vieillissement, qui est celle de la santé mentale. Elle est malheureusement d'actualité, ça a été dit par Serge en introduction, elle est d'actualité sur le plan de la santé publique, avec une prévalence finalement des affections psychiatriques, des situations de santé mentale qui ne cessent de croître. C'est aujourd'hui la 3e cause d'affection chronique en France et dans beaucoup de pays d'ailleurs européens. Et avec la crise du Covid, avec le confinement, avec l'interruption forcée d'un certain nombre de liens sociaux, avec aussi l'angoisse liée à la maladie, on sait très bien que nous avons devant nous très vraisemblablement une augmentation des situations de dépression, d'anxiété, qui nécessiteront des formes d'accompagnement les plus professionnelles et en même temps les plus adaptées possibles. Et donc, je pense que c'était bien que notre fondation fasse cette incursion, cette extension dans le domaine de la prise en charge de ces situations de santé et que l'on puisse réfléchir ensemble à la manière finalement d'abord de rendre les personnes concernées, leur entourage, acteurs de la situation de santé qu'elles vivent. On a vu à travers les témoignages de médecins et de soignants à quel point c'est l'un des éléments importants de la prise en charge et d'une guérison, en tout cas d'une amélioration de l'état de santé. Et puis que l'on puisse aussi changer de regard sur ces situations qui concernent en réalité beaucoup d'entre nous et peut-être qui concerneront chacun d'entre nous dans leur vie ou dans leur situation familiale proche et qui sont donc partie intégrante des réalités sociales dans lesquelles nous sommes tous. Voilà, je pense que c'est toute l'ambition de notre fondation et de nos rencontres physiques ou virtuelles, qui est finalement avec beaucoup d'humilité et beaucoup d'ouverture d'esprit, de partager des expériences, des approches en croisant les points de vue et d'en ressortir, je crois, confiant sur le fait qu'ensemble on peut trouver des solutions et en tout cas contribuer à améliorer les politiques de santé et globalement la solidarité dans notre société envers les plus fragiles ou ceux qui ont temporairement besoin de soutien. Merci beaucoup à tous et donc rendez-vous au mois de décembre pour un nouveau plateau virtuel. Merci.